Oui, bonjour à tous. Donc, je suis très content d'abord d'être de nouveau parmi vous cette année pour cette nouvelle édition du Meilleur Dev. J'ai, comme vous l'avez dit, une double casquette aujourd'hui. Une casquette de... D'accord, ça devrait être faisable. On va la poser, ouais. Une double casquette. La première, c'est de vice-président de l'AFDEL. L'AFDEL, c'est l'Association française d'éditeurs de logiciels. Et puis aussi, comme l'année dernière, président du groupe OuDrive, donc, qui est une société qui a été créée il y a maintenant près de 15 ans dans le domaine du cloud computing. On a décidé cette année de couper la présentation en deux, et je pense que ça sera quelque chose de positif pour vous. Une première partie sur l'AFDEL et une deuxième qui va être consacrée à l'innovation dans le cloud. Et je laisserai à Christophe cette deuxième partie parce qu'elle sera beaucoup plus technique et je pense qu'il sera bien meilleur que moi pour l'expliquer. Alors sur l'AFDEL, l'AFDEL est une association qui a été créée il y a maintenant 10 ans afin de rassembler les éditeurs de logiciels qui ne se retrouvaient pas dans les fédérations ou organisations à ce moment-là. Aujourd'hui, l'AFDEL rassemble donc les acteurs du numérique avec des objectifs de partage d'expérience et de services à valeur ajoutée. Alors, c'est vrai qu'à l'AFDEL, on compte beaucoup sur les discussions, sur les partages, sur tout ce qui va faire qu'une start-up va pouvoir, à certains moments, par exemple, discuter avec des grands groupes et échanger. C'est extrêmement important, surtout pour les petites structures, de pouvoir à certains moments, lorsqu'ils ont des questions ou des difficultés, de pouvoir échanger avec des gens qui ont déjà eu ces questions et qui ont pu les résoudre. C'est un peu comme vous, lorsque vous êtes par exemple en train de développer, à certains moments vous allez avoir des contraintes, vous allez avoir des questions, et là, soit vous essayez de trouver la réponse tout seul, ce qui peut à certains moments prendre beaucoup de temps, soit vous avez des développeurs plus seniors qui ont peut-être déjà eu cette problématique et qui vont vous permettre de la résoudre très rapidement. Et bien à l'AFDEL, c'est exactement la même chose. C'est un partage d'expérience et c'est très important pour les petites comme pour les grandes structures. L'AFDEL se mobilise aussi beaucoup dans la promotion du numérique, globalement. Le numérique, ce n'est pas un besoin seulement de développeurs, c'est essentiel, mais c'est aussi favoriser l'écosystème pour que le numérique puisse se développer. Et l'AFDEL agit beaucoup auprès des décideurs privés ou publics afin donc de favoriser cet écosystème et faire en sorte que la France soit un des leaders mondiaux dans le domaine du numérique. Concrètement, on sait que nos dirigeants de droite comme de gauche n'ont pas toujours les bonnes impressions par rapport au numérique, ou n'ont pas toujours une bonne visibilité sur ce que peut donner le numérique à l'économie française. Et c'est le rôle de l'AFDEL d'être là pour prêcher cette bonne parole et pour faire en sorte de favoriser cet écosystème. C'est très important pour vous, c'est très important pour les sociétés actuelles et c'est très important aussi pour tous ceux qui auront envie de créer leur société. Si cette société peut se créer plus facilement et se développer dans un écosystème plus favorable, je pense que tout le monde sera bénéficiaire de cette situation. Troisième point très important aussi, l'AFDEL se mobilise beaucoup dans le secteur éducatif. On sait aujourd'hui que développer ou l'apprentissage du développement peut se faire de manière très différente de ce qu'on avait eu l'habitude de faire. L'Atelier 42 est un très bon exemple. Et on se mobilise aussi beaucoup dans des initiatives évidemment comme l'Atelier 42, mais comme par exemple la Web Academy aussi. Et c'est un élément très important. On manque de développeurs aujourd'hui en France, ce qui peut empêcher le développement d'un certain nombre de startups. Il y avait eu un sondage qui avait été fait auprès de, je crois, plus d'une centaine de startups par l'AFDEL, et ce qui revenait fréquemment, quel est le frein principal que vous avez dans votre entreprise? Ce n'est pas une question de marché, c'est une question de développeur. C'est-à-dire, je ne trouve pas les bonnes compétences pour pouvoir développer mon entreprise. Et grâce à vous et grâce à l'Atelier 42 aussi, grâce à l'AFDEL, on espère que cette situation changera très fortement dans les prochaines années. Voilà, donc l'AFDEL, c'est une association qui est là pour le numérique. Je ne pourrais évidemment que vous conseiller, quand vous créerez votre entreprise, d'adhérer à l'AFDEL. Vous verrez, ça sera un partage d'expérience extrêmement profitable pour tout le monde. Je vais maintenant juste parler assez rapidement. Ah, c'est vrai qu'il fallait que je change les slides. Alors, on va passer directement. Voilà, c'est à peu près ce qu'il y a 350 entreprises. On va passer sur le deuxième slide, défense d'intérêt de la profession, échange de bonnes pratiques. J'en ai parlé aussi. Et j'en ai parlé aussi du troisième slide. Donc, on va passer directement sur le slide sur OuDrive. Avant de laisser la parole
à Christophe. Donc WooDrive, c'est une société qui a été créée maintenant il y a 15 ans et qui a une particularité très forte, c'est que les 3 fondateurs n'avaient absolument aucun bagage technique et on a quand même réussi à la développer. C'est une société qui aujourd'hui a à peu près 280 personnes, dont 130 dans le département technique. On a beaucoup de développeurs qui sont avec nous depuis de nombreuses années. Je crois les plus anciens sont depuis quasiment l'origine, depuis 12 ans. C'est un atout extraordinaire pour recruter parce qu'on sait très bien que les gens vont nous rejoindre aussi dans le domaine technique parce qu'ils savent qu'ils vont travailler avec des gens qui sont extrêmement bons dans leur domaine. Et l'innovation a toujours été un élément très important dans le développement de la structure, pour une raison très simple et qui vient un peu du Anywhere, Anytime, Any Devices. Ça veut dire qu'on développe des solutions qui doivent être accessibles n'importe où et avec des interfaces qui sont de plus en plus diverses. Et c'est ce qui fait la particularité et les contraintes du cloud, c'est que l'IT doit travailler de manière extrêmement proche avec la R&D. Vous avez beau développer le meilleur soft du monde, si l'infrastructure derrière ne suit pas, en fin de compte, la qualité qu'aura votre client sera mauvaise. Et on essaye, chez WooDrive, de favoriser réellement ce partage d'expérience, ce partage dans le travail entre l'IT et la R&D. Voilà, je vais laisser la parole à Christophe maintenant, qui va aller beaucoup plus dans la technique, et je pense que ça vous intéressera encore beaucoup plus. Et on aura à peu près 4-5 minutes de questions à la fin, si vous avez des questions, soit sur l'entrepreneuriat, développement de la société et autres, ou de manière un peu plus technique avec Christophe, qui est donc architecte chez nous. Voilà, merci. Bonjour, je me présente rapidement, Christophe Delorbe, je suis architecte chez WooDrive, je suis diplômé donc ingénieur depuis 2001, donc ça fait 14 ans. J'ai intégré WooDrive en 2007, donc ça fait à peu près 8 ans. À la base, je suis dev Java. J'ai fait aussi du C#, du JS, je m'éclate pas mal dans la DB, je fais du DevOps, je suis aussi manager et architecte. Je suis pas en train de vous dérouler mon CV, mais c'est juste pour dire, en fait, on peut trouver du fun dans toutes ces activités-là et bien d'autres. Et en plus, ça permet de savoir ce que pensent et ce que vivent les gens avec qui on parle. Faire un peu de DevOps, ça permet de comprendre le métier de l'IT. Faire un peu de management, ça permet de comprendre comment fonctionnent les gens, comment ils réagissent, pour pouvoir leur vendre nos idées. Donc en fait, premier conseil, n'hésitez pas à vous diversifier, à toucher un petit peu à tout. C'est vachement gratifiant et ça aide au quotidien. On va partir d'une hypothèse pour cette petite presse. Disons que vous avez lancé votre logiciel dans le cloud. Disons que ça marche. Donc ça marche, c'est un succès. Puis un an se passe, 2 ans se passent, ça marche toujours, ça marche de plus en plus. Et en fait, c'est là que ça commence à être plus intéressant. C'est là qu'on commence à avoir un peu les vraies contraintes, les vrais challenges. On a beaucoup plus d'utilisateurs qu'au début. Ils viennent avec beaucoup plus de données. Donc on a des problèmes pour gérer la charge. Alors ça, on pourrait vous faire des presses de plusieurs heures sur la scalability horizontale. Ça ne va pas être le sujet de cette presse. On doit adresser une nouvelle plateforme. Ça, on sort tous les jours. Et puis vous avez toujours votre avant-vente qui arrive avec un grand sourire. J'ai réussi à signer dans un grand groupe. Par contre, ils sont sous XP, ils ont que IE8 et ils ont une flotte de BlackBerry. Bon, débrouille-toi avec ça. Donc un challenge aussi, on ne va pas forcément parler aujourd'hui. Et vous avez votre product manager qui a des tonnes d'idées pour votre produit et qui, tous les mois, au rythme de vos livraisons agiles, a rajouté des idées. Donc vous avez codé. Et votre code a grossi. Et vous arrivez à un moment où il faut gérer cette complexité. La complexité de votre code, en fait, c'est comment je fais quand on est 50 développeurs, qu'on doit travailler sur 100 000, 1 million de lignes de code. On ne doit pas se marcher dessus, on doit réussir à faire des évolutions sans casser tout le reste, sans avoir trop de régression. Une des approches qu'on a maintenant, c'est ce qu'on appelle les microservices. L'approche n'est pas nouvelle, c'est du SOA en fait, donc de l'architecture orientée service. Le principe, c'est de découper votre logiciel en petits morceaux autonomes, donc on appelle des microservices. C'est un découpage fonctionnel, pas technique, surtout pas technique. Donc en fait, vous allez identifier les morceaux de votre application qui vivent tout seuls. Ça peut être votre gestion des utilisateurs, ça peut être votre gestion des stocks, ça peut être tout l'audit que vous faites quand un utilisateur utilise votre site ou votre application. Un découpage fonctionnel avant tout. Si vous faites un découpage technique, c'est mort. En fait, le but, c'est d'avoir une forte cohésion dans vos services.
Donc de mettre ensemble ce qui va évoluer ensemble à la même vitesse. Le principe derrière ça, c'est vous avez des services qui sont beaucoup plus petits, donc ils sont plus faciles à gérer. Vous pouvez les mettre en prod un peu quand vous voulez sans tout casser. Les équipes peuvent se spécialiser dans certains services et pas d'autres. C'est plus facile que d'avoir une code base d'1 million de lignes et de se demander si je touche ça, je vais casser quelque chose autre part. Et du coup, à gérer au quotidien, c'est plus simple. Ces services, ils sont out of process, ils vivent tout seuls, ils vivent leur vie. Du coup, il faut une API devant pour pouvoir les accéder. Cette API, il faut qu'elle soit homogène parce que vos services, en fait, ils vont se multiplier. Vous en allez en consommer beaucoup. Et si à chaque fois, il faut réapprendre une façon d'y accéder, globalement, c'est mort. Donc l'avantage, voilà, c'est d'isoler le code. On maîtrise bien son évolution. Par contre, il y a des inconvénients aussi. On se retrouve avec plein de process à gérer. Donc, c'est pas forcément trivial. Il va falloir suivre s'il marche, comment ça marche, le parcours utilisateur entre ces différents services. Il va falloir savoir où découper. C'est un des plus gros challenges dans cette architecture-là. Parce que, en fait, si vous vous trompez au découpage, revenir en arrière, c'est beaucoup plus coûteux. Donc, ce n'est pas une architecture qu'on met en place au début. C'est une architecture qu'on met en place quand on a déjà un produit qui est assez stable et qu'on commence à avoir des boundaries, des frontières qui se dessinent. Et il va falloir se poser la question aussi de la complexité inhérente aux appels entre les services. Vous avez des appels maintenant qui sont réseau, alors qu'avant vous aviez des appels synchrones, méthode. Donc la complexité, elle augmente un petit peu. C'est un trade-off. Vous gagnez en évolutivité. Donc vous pouvez continuer à faire évoluer votre produit. Vous perdez un petit peu en complexité. Le jeu, c'est de réussir à plus gagner en évolutivité que vous perdez en complexité et de cacher cette complexité à ceux qui vont coder finalement aux clients du service. Et il y a une autre partie qui se complexifie un petit peu, c'est la configuration. Parce que maintenant, pour chacun de vos serveurs, il va falloir lui donner une liste de services avec lesquels il peut communiquer. Donc c'est des listes de hosts, de ports et tout un tas de confs. Il va falloir gérer s'il y en a un qui est down, pouvoir accéder à un autre. Ça peut être un peu difficile si on fait tout ça à la main. Donc, ce qu'on met en place, ouais, un peu de lag, ça va marcher, voilà. Ce qu'on met en place, c'est une découverte de services. Le principe, c'est on a un annuaire. Les services, quand on les lance, ils s'enregistrent dans cet annuaire. Et les clients de ces services, quand ils ont besoin, ils vont juste voir dans l'annuaire et ils disent « J'ai besoin d'un service d'autante. J'ai besoin d'un service de gestion de l'utilisateur. » Les services qui sont up sont dans l'annuaire et donc on récupère leurs confs et on les appelle. Nous, pour faire ça, on utilise Zookeeper, qui est un projet Apache, qui est de la coordination distribuée. Bon. Et en fait, le principe de Zookeeper, c'est des clés valeurs, donc à la NoSQL, sauf que leur orientation, c'est d'être avant tout consistant. Si vous mettez quelque chose dans Zookeeper et qui vous dit que c'est fait, vraiment, vous pouvez accéder à n'importe quel nœud du cluster. Vous savez que votre valeur est là. Globalement, dans ce domaine-là, vous avez trois grandeurs, la consistance, la performance et la disponibilité. Vous ne pouvez pas avoir les trois, comme souvent. Zookeeper, ils ont choisi la consistance. Pour faire de la performance, vous prendrez un autre produit. Les doigts gras. Voilà. Une question qu'on m'a beaucoup posée, c'est pourquoi Zookeeper? Alors qu'on pourrait faire ça avec du DNS classique, du round robin. Puis il y a plein d'autres produits, TCD, Consul, Eureka. En fait, avec les années, je me suis rendu compte que c'est pas la vraie question en fait. Zookeeper, ça fait le boulot, ça répond aux besoins, ça fonctionne, c'est facile à intégrer. En fait, ça suffit. Il y aura toujours un autre produit qui peut paraître meilleur sur certains aspects, moins bon sur d'autres. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra vous dire « Ouais, mais celui-là, il est mieux, celui-là, je le préfère. » C'est pas le débat en fait. Du moment que ça répond à votre besoin, et surtout que ça ne vous oblige pas à tordre votre modèle pour l'intégrer, la question, elle n'est pas là. Il faut juste que ça marche. Parce que ce qui compte vraiment dans votre produit, ce n'est pas les outils que vous utilisez. Finalement, l'utilisateur, il ne vient pas utiliser votre produit parce que derrière, vous avez fait un petit bout de batch en Go pour être un peu hype, ou parce que vous utilisez Zookeeper, ou parce que vous avez du Hadoop, ou parce que vous avez du MongoDB. Non, ce n'est pas ça qui compte. C'est ce que vous en avez fait. C'est le code que vous mettez autour. Donc en fait, ce qui va vraiment compter, et que ça, il faut le faire dès le début, c'est coder sans compromis. C'est vraiment là votre valeur ajoutée en tant que développeur. Il faut être intransigeant, il faut essayer d'être parfait dans son code. C'est pas facile,
parce que c'est des règles qu'on apprend un peu sur le tas. À l'école, je pense maintenant, on vous en apprend un peu plus que quand j'y étais, je pense, parce qu'on a un peu plus de recul. Mais la plus grosse des règles, c'est que votre code, il doit être le plus simple possible. Il faut qu'on puisse lire votre code et le comprendre, en fait. Je pense que c'est une des questions que je pose souvent en entretien quand je recrute du dev. C'est pour vous, qu'est-ce qui fait la qualité de votre code? Alors il y a des gens qui me disent il est élégant ou il est performant. C'est pas ça. D'abord, il doit être simple. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une boîte qui marche, c'est 10, 20, 50, 100 développeurs qui vont toucher à votre code. Si vous devez l'expliquer à chaque fois, perte de temps et c'est pas comme ça que ça marche. Donc le plus simple possible, mais pas plus simple. Einstein. Ne pas mettre de côté la gestion des erreurs, ne pas mettre de côté tous les cas un petit peu borderline, mais voilà, simple. Un code compliqué, c'est un code, vous n'allez pas le relire, vos collègues ne voudront pas y toucher, du coup c'est un code qui meurt. On en a tous eu dans nos boîtes, c'est un code vraiment, voilà, non ça j'y touche pas, parce que si j'y touche je vais faire une régression, on est tous passés par là, ou alors, ça c'est lui qui l'a développé, va le voir. Quand on commence à répondre ça à ce genre de questions, c'est qu'il y a un problème dans le code. Soyez passionné. On vous reprochera jamais d'être passionné. Je pense que c'est une des plus belles qualités quand on développe, et quand on, un peu dans toute la vie d'ailleurs, c'est d'être passionné. Par contre, mettez pas d'ego dans votre code. C'est pas le but. Finalement, au bout d'un moment, quand vous l'avez écrit, que ce soit vous qui l'ayez écrit ou pas, c'est pas très grave. Si un collègue vient vous voir et vous dit ici, j'aurais pas fait comme ça, essaye comme ça, retape un petit peu, tu devrais refactorer encore un coup. Ben, prenez le conseil. En fait, pas d'ego. Mais de la passion, ça, la passion, c'est ce qui nous anime tous, enfin, j'espère. Voilà. Et en fait, il faut savoir découper ces classes pour que ce soit simple. Il faut savoir les factoriser. Il faut se battre contre la duplication de code. Il faut faire du TSU. Et en fait, tous les principes qui vous aideront un peu plus tard, quand vous aurez grossi, à découper vos services, c'est-à-dire trouver les services qui sont cohérents, faire des API propres, en fait, ça se fait dès le début, quand vous développez des classes. Si votre classe elle est cohérente, donc elle ne change que pour une bonne raison, et qu'elle ne change pas tout le temps à chaque fois qu'on vous demande de changer autre chose, mauvais signe. Si vous avez des interfaces propres et bien découpées, l'interface c'est ce que vous donnez à votre client finalement, au niveau d'une classe. Si vous n'avez pas de duplication, déjà vous avez fait des bons pas en avant pour que votre code soit maintenable, pour que votre code puisse évoluer, et à terme pour que votre code puisse être découpé en services et encore vivre sa vie, et grossir et ajouter des fonctionnalités sans avoir ça fait 2 ans qu'on l'a développé, donc on va tout refaire, parce que c'est plus gérable. Si je peux vous donner quelques conseils de lecture, parce que je sais que vous vous ennuyez un peu le soir en tant que développeur. Moi, les vrais bouquins qui m'ont intéressé, c'est les bouquins de Robert Martin, donc Clean Code et Agile Software Development, où il parle justement de tous les principes qui animent une classe en fait. Lui, il appelle ça SOLID, qui est un acronyme. C'est l'acronyme de SRP, OCP, LSP, ISP et DIP. Donc en fait, c'est un acronyme d'acronymes. Bon, je ne rentrerai pas plus dans les détails, il y a une inception d'acronymes, on va s'arrêter là. Mais je vous conseille de lire le bouquin. Ça décrit vraiment comment on voit une classe, comment on la découpe, comment on voit une interface, comment on la découpe. C'est passionnant, franchement. Il y a des règles un petit peu aussi sur comment on écrit une classe. Les trucs sont un petit peu datés sur la taille que doit avoir une classe à l'écran et ce genre de choses. On sent bien qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément Eclipse quand il écrivait. Mais il y a des règles quand même qu'on peut suivre. On a tous refait un VI d'une classe à un moment donné. C'est plus sympa quand on peut le voir, même si ce n'est pas coloré. Le bouquin de Fowler, c'est juste un must-have, refactoring. Pas pour la partie refactoring, alors c'est dommage pour le titre, mais pour la partie code smell. En fait, les codes smell, je pense que vous avez tous vécu ça à un moment donné, vous avez ouvert une classe, puis vous avez dit, là il y a un truc qui me plaît pas, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. En fait, Martin Fowler et Ken Bank, ils se sont mis devant des classes, et ils ont matérialisé toutes ces sensations qu'on a de, là il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils leur ont donné des noms, et ils ont donné des solutions derrière ça. Donc ça permet de regarder ces classes et de se dire, ah, ok, là j'ai un souci, quand je dois implémenter une évolution, je touche à 3-4 endroits, j'ai pas une bonne cohésion, je refactor. Et Domain Driven Design, c'est sympa pour voir comment on étudie les boundaries entre les différentes classes. Et plus récemment, Building Microservices, si vous voulez vraiment aller dans le microservice. En plus, il y a 2 passages
où il parle de qu'est-ce que c'est d'être un architecte, qui est vachement sympa, parce que c'est pareil, c'est des trucs qu'on trouve pas forcément tout le temps, et je vous conseille. Donc voilà. Moi je vais finir ici, donc ça va être les questions. Alors la première, je réponds, ça prend à peu près 10 minutes à faire et c'est de la cire. Maintenant vous pouvez y aller. Donc des questions techniques ou des questions plus orientées entre AVDL, entrepreneuriat? Oui. Alors pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est comment on fait un compromis entre ne pas dupliquer du code et avoir des services, donc répéter un petit peu des instances de code. En fait, quand on fait des microservices, on peut quand même avoir des librairies partagées, donc qui permettent d'avoir du code qu'on ne duplique pas à l'écriture, mais qui est réutilisé. Mais il faut faire attention que dans ce code, il n'y ait pas de métier. S'il y a du métier qui se réplique dans les différents services, enfin dans les différentes shared librairies, c'est que le découpage est mal fait et on introduit de la cohésion. Donc des fois, on préférera copier-coller. Je sais que Netflix, au début de chaque service, il copie-colle un gros morceau. Juste pour dire, si on doit faire évoluer un, on ne fera pas évoluer l'autre. C'est pas grave parce que c'est du technique. On vit avec, quoi. C'est un trade-off toujours. Mais shared librairie, si c'est vraiment, s'il n'y a pas du tout de métier, s'il n'y a pas de logique, ça marche bien. Merci. Merci.